Toi, tu me donnes cette merde-là. Je te tue, tabarnak! Je te tue, tabarnak! Je vous tue toute la crise de gang! Avec vos estis de médicaments, tabarnak! Donc en fait, au moment où elle lui dit tu vas prendre ton calmant, là, ça le met en fait hors de lui et sa colère maintenant se déporte sur elle. Je m'appelle Paola Sema-Maïta, je suis neuropsychologue et psychologue clinicienne et aujourd'hui je vais regarder des extraits de films et de séries afin de les analyser pour pouvoir vous apporter plus de réponses quant à la santé mentale. Les films et les séries ne sont pas seulement là pour nous faire oublier notre quotidien, mais parfois même pour nous permettre au contraire plutôt une identification et une compréhension de ce qu'on peut vivre et pour peut-être déculpabiliser ou comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure et ce qu'on est en train de vivre et percevoir. Va là-bas maintenant. Je suis pas une handicapée. Tu peux très bien me laisser 2 minutes toute seule, sans que je m'effondre. D'accord. Donc là, on comprend que Anne a fait un AVC. Elle dit, je suis pas une handicapée, tu peux y aller, tu peux me laisser 2 minutes toute seule. En fait, elle met en avant son besoin de continuer à être digne, indépendante, de ne pas être considérée comme un poids. Tu n'es pas obligée de me tenir la main tout le temps. Je suis capable de m'occuper toute seule, tu sais. Et n'aie pas mauvaise conscience. Ce serait absurde et pesant. Pour moi aussi. Je n'ai pas mauvaise conscience. C'est bien. C'est vrai que dans le post-AVC, on parle très peu de ce qui suit parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à se concentrer sur ce qui s'est passé, quelles sont les zones cérébrales touchées, mais on va peu parler de l'après. L'après, ça va concerner et la personne qui a eu son AVC et ce qu'on va appeler le proche aidant. Et la santé mentale, c'est aussi ça, c'est-à-dire comprendre la personne dans son ensemble, dans son histoire. Il y a un tiers des patients qui vont être touchés par une dépression et qui est très sous-diagnostiquée. Les aidants ont un poids très important au-delà du point physique. Ils ont aussi une charge mentale avec une culpabilité parce qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre parce que c'est pas eux qui ont subi en fait cet accident. Et pourtant, ils sont juste derrière. Je l'ai pas volé, c'est un cadeau. Oui, regarde, c'est bien fin, Steve, mais c'est pas parce que c'est un cadeau que tu l'as pas volé. Hein? Où t'as volé ça, ce stock-là? Je l'ai pas volé! Là, tu vas me dire, où t'as volé tout ce stock-là? Puis on va tout aller reporter. Je l'ai pas volé, tabarnak! T'es sourd de cette crise de vaisselle! Là, on voit un personnage qui est en fait en train de se toucher les tempes pour montrer qu'il y a une dissonance entre le monde extérieur et ce que lui ressent. Maman, elle trouve beau ton cadeau. Maman est très contente. Mais là, tu vas te calmer, tu vas respirer, OK? Puis là, tu vas prendre ton calmant. Tu vas... Toi, tu me donnes cette merde-là. J'aime ça! Pour ce qui est donc de l'enfant ou l'adolescent, s'il n'y a pas eu de prise en charge, effectivement, il y a toutes ces difficultés qui vont continuer à persister. Les gens vont peut-être avoir la sensation que c'est exagéré parce qu'ils n'en ont jamais vu, jamais vécu, mais la réalité, elle est là. Ça arrive, c'est dans des cas extrêmes, donc il ne faut pas se dire que à chaque fois qu'il y a une crise dans un trouble de l'attention, donc quand il y a une crise à ce point-là d'intolérance à la frustration, etc., et de désinhibition et d'impulsivité, il ne faut pas se dire que c'est forcément le point auquel on va arriver de la violence. Ça, c'est vraiment dans de très rares cas. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. C'est intéressant parce qu'en fait, ils sont en train de montrer une Amélie très seule, très solitaire, qui est toujours constamment dans l'observation. Et là, elle va mettre en avant ce qu'on appelle un peu la théorie de l'attachement. C'est-à-dire, elle dit... Elle n'a jamais su établir de relation avec les autres. Ce que les autres ont dit d'elle depuis qu'elle était petite. Quand elle était petite, elle était toujours toute seule. Ça veut dire aussi qu'il y a un sentiment de solitude qui est persistant. On a remarqué qu'elle avait des difficultés dans l'attachement aux autres. Donc ça souligne probablement ce qu'on va appeler une anxiété sociale. S'il y a un lien qui s'est créé d'un point de vue de l'attachement et que ce lien a été peut-être un peu ce qu'on va appeler insécure, on peut avoir comme ce qu'on va appeler un peu une ère transitionnelle qui fait que on ne perd pas pied avec la réalité, mais on crée quelque chose qui vient combler un peu ce lien d'attachement qui a été un peu malmené.
Des fois, j'aurai envie de rien. Des fois, je serai excité pour de la merde. Et tout ça, je peux gérer, je crois. Non, je suis sérieux, Lucas. Alors là, effectivement, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans la bipolarité. Alors il y a plusieurs types de bipolarité, mais c'est globalement, on va dire de manière générale, une alternance entre des phases, ce qu'on va appeler maniaques, et des phases de dépression. On va dire qu'en fait, c'est une alternance entre le up and down. L'excitation, ça veut dire qu'il y a une énergie débordante. Globalement, on va avoir une humeur qui va être plus active, plus débordante, plus positive, une énergie beaucoup plus importante. Le sommeil va être beaucoup plus diminué, avec peut-être même parfois des conduites à risque, des extrêmes qui vont être dépenser un argent fou qu'on n'a pas forcément. Il y a une palette comme ça de débordement, d'excitation dans cette phase maniaque. Et puis, elle est alternée avec des phases donc plus down. Donc là, de la dépression qui va être, alors cette fois-ci, comme il le décrit, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil, il va être très apathique, n'avoir plus envie de rien, avoir au contraire des envies suicidaires, alors qu'avant on avait des envies de vivre à outrance. Je vais te faire vivre un enfer, tu vois. Je vais crier, je vais me barrer. Je vais t'en vouloir pour de la merde. Tu sais, j'ai un traitement pour ça. Ce déséquilibre qui crée une instabilité en soi émotionnelle qui est très bouleversante, qui est très douloureuse à vivre, très douloureuse à regarder pour les autres. Et c'est très bien raconté parce que la réalité est telle qu'elle. Et elle est très dure d'ailleurs à diagnostiquer chez les jeunes. Pour l'entourage, ça va être assez difficile de pouvoir séparer, comprendre ce qui va de l'ordre justement du trouble, de la maladie mentale, ou ce qui est plutôt de l'ordre de la construction identitaire. Bon, on ne le répétera jamais assez, il faut aller consulter, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire que c'est que pour les autres. Idéalement, il faut toujours rappeler le 3114, qui est la plateforme qui va permettre de pouvoir discuter de manière gratuite par téléphone. Et puis, sinon, si vous avez des questions concernant la santé mentale, n'hésitez pas à aller sur le site info.gouv.fr.